Bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD. Nous sommes à la suite de la dernière VOD que tu as peut-être vue juste avant. On a fait une petite pause pour le repas, tout ça. Nous, de notre côté, on a papoté, c'était bien. Mais on va s'y remettre, on va s'y remettre sur la lecture quand même. On est page 471 sur 631. Alors, en vrai, 600 pages, parce qu'il y a quand même toutes les références et compagnie à la fin. Donc, en vrai, il nous reste une bonne centaine de pages bien tassées. Bien tassées. Donc on se rapproche de la fin, mine de rien, on se rapproche de la fin. Et donc on est toujours évidemment sur la police. Les problèmes de la police rapportés par les citoyens. Sur le principe, on a vu que la police devrait en fait servir à résoudre des problèmes qui sapent les besoins fondamentaux de l'être humain, tout particulièrement celui de la sécurité et des manquements aux droits de l'homme par des individus ou des groupes d'individus. Cependant, les capacités de force sont employées d'une façon qui n'est parfois pas du tout légitime et justice n'est pas faite. Parfois pas du tout légitime, je dirais souvent pas du tout légitime et justice n'est pas faite. Street Press a enquêté sur la mort par la police de 47 personnes désarmées sur une période de 10 ans. Les journalistes ont constaté qu'aucun policier ou gendarme n'a jamais été en prison pour ces meurtres. Il n'y a eu que 3 condamnations avec des peines de prison avec sursis. Un tiers des procédures a abouti à un classement sans suite, un non-lieu ou un acquittement des fonctionnaires. 28 procédures sont encore aujourd'hui en cours. Alors en cours, au moment où c'était écrit, c'est-à-dire quelque chose comme 2019. Attendez, 28, non, tac. 2017. Donc bon, il s'est peut-être passé des choses depuis. Notamment, on a peut-être une augmentation des gens mutilés et tués. Donc finalement, il y a eu du mouvement. Ces chiffres n'incluent pas les violences physiques non létales. Il y a eu 65 éborgnements à cause de grenades et de flashballs de 1999 à 2019. 5 mains arrachées, 24 pertes de l'usage d'un œil depuis novembre 2018. Juste depuis novembre 2018, sachant que là, du coup, on parle de 2019, donc sur un an, 24 pertes de l'usage d'un œil. Mais n'oubliez pas, la police est là pour vous, bien sûr. Hein. La police est là pour résoudre vos problèmes. N'oubliez pas. 2 mutilations de l'anus en 2015 et en 2017, et la liste n'est probablement pas exhaustive. Beaucoup de ces blessures sont dues à des armements dangereux en manifestation. D'autres sont liées à des arrestations et des contrôles d'identité, où la violence policière s'escalade sans que pour autant la personne appréhendée ait manifesté le moindre signe menaçant. Les témoignages des citoyens malmenés par la police sont nombreux. Street Press a fait par exemple un appel à témoignages accessible en ligne. Un homme de 29 ans se fait humilier, frapper violemment, amenant à 15 jours d'arrêt du travail d'ITT. Attends, ITT c'est quoi déjà l'acronyme ITT c'est interruption temporaire de travail je crois. J'aime bien vous donner les acronymes à chaque fois. Coucou Zilé, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Interruption temporaire de travail, ouais c'est bien ce qui me semblait. Techniquement, plus d'yeux, plus de myopie, de presbytie, de conjonctivite, donc plus de problème. Ah, incapacité totale de travail. Moi, c'est vrai que j'étais resté sur interruption temporaire de travail, mais les deux sont possibles, ouais. Les deux sont possibles, effectivement. Bon, dans tous les cas, vous avez l'idée, quoi. Hein, quelqu'un qui ne peut pas, qui est en arrêt, quoi. Menacé, on va te faire une Théo. Ah, l'affaire Théo. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Que c'est bien. Alors, ça fait de quoi d'être de l'autre côté de la barricade? Ça fait quoi d'être en cellule? Une femme rapporte qu'elle a subi un contrôle d'identité à 15 ans avec des attouchements sexuels alors qu'elle ne faisait que traverser sa cité pour rejoindre son cours de danse, donc sans ses papiers d'identité. Un homme de 18 ans est arrêté car il est rentré illégalement dans un gymnase. Au commissariat, il refuse tout d'abord d'obtempérer à l'ordre baisse ton froc et demande à ce que l'OPJ, l'officier de police judiciaire, une femme, assiste à la vérification parce qu'il a peur. C'était durant la même période que l'affaire Théo. L'officier de police judiciaire arrive, il se laisse alors faire et se fait alors frapper sans qu'il puisse répliquer ou se défendre. Quelques jours plus tard, les policiers qui l'ont frappé portent plainte pour coups et blessures et obtiennent de la justice que cet homme leur paye 2200 € de dommages et intérêts et réalise 140 heures de travail. Alors c'est TIG, c'est de travail d'intérêt général. Il fait appel et la facture grimpe encore jusqu'à 2800 €. Voilà. On est bien, hein.
Je connais pas le truc de Théo. Ah bah c'est une bonne affaire ça, Théo encore. Alors, référence à l'affaire de Théo, qui a été violé avec une matraque télescopique d'une façon si violente qu'une partie de son intestin a été déchirée, l'obligeant encore, 1 an et demi après les faits, à avoir une poche de stomie. L'affaire est toujours en cours de traitement judiciaire en 2019. L'IGPN a retenu en premier lieu l'hypothèse de l'accident. L'hypothèse de l'accident. Mais l'expertise médicale de 2019 déclare que Théo aurait besoin d'un suivi médical à vie à cause de cette interpellation et que ce suivi est en lien avec celle-ci. Voilà. Je n'ai pas pensé à dire trigger warning, or ça aurait été une bonne idée. Il est vrai, je suis désolé. Je n'ai absolument pas pensé qu'il y avait des gens qui potentiellement étaient en train de manger. Après, en soi, on est quand même sur le sujet de la police, donc en vrai, je vais mettre un gros trigger warning général. Ce que j'aurais dû déjà faire depuis un moment, parce que en vrai, tout ce qu'on lit depuis le début est violent. Hop. On va faire comme ça. On va le mettre en rouge, visible. Ouais. Et on va le mettre en taille 70. Et on va le mettre par ici. Voilà. Je suis complètement désolé de ne pas avoir pensé à le faire plus tôt. Pour le coup, j'aurais dû. J'ai absolument pas tilté. Je suis vraiment désolé. Hop. C'est assez visible, je pense. N'hésitez pas si vous pensez qu'on peut modifier pour que ça soit plus clair, plus propre. Pour le coup. Hop. Oui, non, mais manger ou pas, on est d'accord, c'est extrêmement violent, clairement. Viol et agression, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, toi, je vais t'allonger comme ça et t'allonger comme ça. Ok. Tac. Et éventuellement, oui, c'est vrai. Comment est-ce que je fais un background peut-être avec ça. Non, ça va être l'opacité. Non, là, ça fait juste faire ça. Je sais pas comment faire le fond. Je sais pas comment faire pour que le fond soit d'une couleur plus noire. Je ne sais pas comment faire. Ouais, non mais j'entends bien que c'est pas forcément facile à lire. Et si je mets en noir, ça va être beaucoup plus relou qu'autre chose. En blanc peut-être. Est-ce que en blanc c'est mieux? C'est vrai que je peux prendre un carré noir. C'est une bonne idée le carré noir. C'est une très bonne idée le carré noir. Couleur unie. Hop. Bon alors là c'est un gros carré jaune dégueu, mais soon TM ça sera un carré noir, vous inquiétez pas. Hop. Tac. Alors tu passes derrière déjà et carré noir. Et je pense que je vais même t'allonger un tantinet. Ah, je peux pas parce qu'il y a ça devant. Attendez. Petite manip rapide. Voilà. Vous préférez le texte en rouge, en blanc, comment? Qu'est-ce qui est le plus... blanc, c'est bien. Bah, je l'ai pas vu l'option pour faire un fond. Je n'ai pas l'option pour faire le fond, je vois pas. Du coup, j'avoue que je ne sais pas. Bon, après, si là c'est clair, on garde comme ça. On va pas prendre 3 ans dessus en vrai. Si là c'est visible assez facilement. Je passais juste un petit coup de vent, j'ai un rendez-vous au renouvellement. Je vous souhaite donc la bonne fin d'après-midi et des bisous. Des bisous, Zilé. Passe une bonne journée. Je sais pas si t'es encore là. Non, je suis pas sur BS Studio. Je ne suis pas sur BS Studio. Je vous abandonne, on va avoir des événements trop violents pour moi. Je reste en lurk. Des bisous, Eden. Je sais pas si t'es encore là, mais du coup, désolé. Vraiment désolé, j'y ai pas pensé. Attends.
Là, tac, tac, tac. Étant daltonienne, je vois bien. Je vois pas bien à cause de la police en rouge, je présume, et les fougères en verte derrière. Là, du coup, normalement, c'est clair, tout le monde voit bien. Enfin, j'espère, si on peut me confirmer. En blanc, c'est probablement mieux. Ok. Tac, tac, tac. Normalement, je pense qu'on est pas mal. Je pense que normalement, on est pas mal. N'hésitez pas à me faire un retour si ça l'est pas, hein, évidemment. Mais au moins, on est clair. On est clair sur ce qu'il y a comme texte. Mais déjà, la semaine dernière, on avait arrêté de lire les témoignages. La semaine dernière, on avait les témoignages des policiers, de ce qu'ils vivaient, de ce qu'ils voyaient, et déjà on a fait à un moment donné stop. On va pas lire les témoignages. J'avais juste laissé le temps apparaître pour que les gens qui souhaitent le lire puissent le lire, mais nous on le lisait plus à voix haute parce que c'est trop en fait. Et là encore une fois, hein, c'est le même sujet en même temps, hein, ça n'a pas changé. On est toujours sur les flics, on est toujours sur les violences policières, donc forcément on a toujours le droit à tout ça. Bon, attention, je continue. On pourrait penser que toutes ces affaires de violence policière sont déjà extrêmes, mais cela peut aller encore plus loin dans le sadisme. Dans les années 90, la commission de la Cour européenne des droits de l'homme a dû intervenir pour condamner la France, car des policiers avaient commis des actes de torture. Vous pouvez consulter ici le témoignage de A. Selmouni auprès des tribunaux qui ont jugé l'affaire. Attention, c'est donc d'une extrême violence. Il y est question de viol, d'humiliation scatophile, de torture. Bon, on va pas aller le lire, vous vous en doutez. Je pense qu'on a déjà bien assez de violence au niveau de ce qu'on lit, donc voilà. Cette personne a été condamnée pour trafic de stupéfiants à 15 ans de prison ferme et a payé 24 millions de francs avec d'autres prévenus. Selmouni a porté plainte pour mauvais traitement. En 98, donc 6 ans après les faits, 3 policiers sont tout d'abord condamnés de 4 à 3 ans d'emprisonnement. Les faits de viol n'ont pas été comptés. Cette condamnation a provoqué la colère de tous les policiers qui ont alors manifesté, puis le ministre de l'Intérieur de l'époque les a reçus. Entre-temps, les policiers ont fait appel. Selmouni a pu reconnaître l'auteur des sévices sexuels. Les peines des policiers, suite à leur appel, ont été réduites à des peines d'emprisonnement avec sursis de 18 à 15 mois. Le même jour, la Cour européenne des droits de l'homme condamnait le gouvernement français pour torture, mais les policiers tortionnaires étaient libres. Donc encore une fois, si vous avez un doute, ACAB, hein, systématiquement, tout le montre, tout le prouve, genre à chaque fois. Littéralement, le mec arrive à obtenir vite fait une condamnation, vite fait. Que font les flics en tant qu'institution et groupe social ? Ils vont se plaindre. Ils vont se plaindre et après, ils sont reçus par le ministre. Après être reçus par le ministre, ils portent appel, l'affaire en appel, et on réduit leur peine, sachant qu'il y a déjà la moitié des faits qui ne sont pas décomptés. C'est du beau, hein ? C'est du beau. Bref, évidemment, c'est très loin d'être les seuls témoignages de victimes de la violence policière. Il est impossible de donner tous les liens de vidéos qui ont émergé durant les manifestations de la loi travail, durant le mouvement des Gilets jaunes, les manifestations des soignants suite au premier confinement, où l'on voit la violence s'exercer sur des cibles qui ne font absolument rien de menaçant, ou encore qui sont totalement disproportionnées par rapport à la menace qu'ils représenteraient. Notamment, on pense à encore, ne serait-ce que la semaine dernière, où il y a eu une manifestation, et où BFM TV est en train de dire « Ah, vous avez vu les manifestations d'une grande violence au niveau des bassines et des méga-bassines ?» Et ce que tu vois littéralement à l'image qu'ils sont en train de diffuser, c'est une manifestante qui se fait casser la gueule par les flics. Et clairement, qui est en train de rien faire à part lever les mains. Mais c'est les manifestants qui sont d'une violence insoutenable. Hein. Oui. Hein. Bref. Le besoin de sécurité des gens est donc sapé si la police, qui est censée les protéger, les menace directement. De façon générale, il est alors créé un climat de méfiance envers la police, qui va au-delà même des délinquants et des criminels. Et les gens, quoi qu'ils fassent, en viennent à avoir peur de la police. Vivre en banlieue, aller en manifestation est perçu comme des situations dangereuses, non pas à cause d'un désordre public, mais à cause de la possibilité de la violence arbitraire des forces de l'ordre et des gardiens de la paix. Ici, nous avons vu le point de vue de personnes prises pour cible par la police, que ce soit de façon arbitraire, comme légitimée, par un affront à la loi. Mais qu'en est-il des personnes qui pourraient avoir besoin de la police, comme les victimes ? Oh, bah là, je pense qu'on va bien s'amuser encore, tiens. Les problèmes de la police dans les chiffres et les études. On peut aussi se faire une autre idée des manquements à la déontologie des forces de l'ordre subis par les citoyens, avec le nombre de réclamations auprès du défenseur des droits qui n'a pas cessé d'augmenter. En 2018, c'est 1520 réclamations portées sur 13% du personnel de la gendarmerie, sur 18,9% des agents de l'administration pénitentiaire, sur 56,3% des policiers.
Les motifs de réclamation se répartissaient ainsi en violence 29,1%, refus de plainte 19,3%, propos déplacés 11,2%, manque d'impartialité 10,7%, non-respect de la procédure 9,9%. Mais il faut se rappeler que beaucoup de cibles de violence ne font pas cette démarche. Par exemple, les témoignages recueillis par Site Press, vus ci-dessus. À ces chiffres, on pourrait opposer que les mouvements de foule mobilisant la police étant plus nombreux, la tension générale dans la société augmentant, il y a plus d'accidents. Les chiffres d'éborgnements et de mains arrachées sont principalement dus à des grenades lancées sur des manifestants gilets jaunes par exemple. Mais on pourrait tout aussi bien remettre en question le fait de mobiliser la police de façon si lourdement armée face à des manifestations. Si le rôle de la police est de protéger la population, pourquoi, à chaque fois qu'elle tente de s'adresser au gouvernement, de dénoncer ses politiques, celui-ci détourne la police contre elle? N'y a-t-il pas un devoir de désobéissance dans la charte des policiers et des gendarmes qui pourrait être respecté? La population en conclut donc que protéger l'État, ses dominants et leurs intérêts et aspirations, est un des mandats les plus prioritaires, plus que protéger la population et de faire respecter les droits de l'homme. Au final, on pourrait y voir un problème commun qui sape à la fois les policiers à aspiration intrinsèque, qui sont exploités pour faire le contraire du cœur de leur métier, les manifestants, dont les revendications ne sont jamais prises en compte, ce qui les pousse à manifester de moins en moins dans les règles, puisque manifester dans les règles ne fonctionne pas, et les cibles de violences policières. Le pouvoir ordonne une répression qui va à l'encontre de l'intérêt du plus grand nombre, que ce soit à l'encontre des cibles de la violence comme à l'encontre de ses exécutants, alors qu'ils avaient pour mission de sécuriser l'intérêt collectif, et c'est cela le problème commun à régler, ce pouvoir qui réprime. D'ailleurs, 40 des 60 blessés chez les forces de l'ordre, c'était parce que ces cons ont envoyé des lacrymos contre le vent et que du coup ils se sont auto-gazés. Alors, ce n'est pas étonnant, mais c'est néanmoins très triste. Mais ce n'est pas étonnant. Mais j'ai un peu envie de dire chais. J'ai quand même un petit peu beaucoup envie de dire chais. Merde Hein, je pense que, franchement, pour le coup, Nick, mérité. Tellement mérité. C'est tellement mérité, quoi. Ah ouais, ah oui, le chat. Ah oui, le chat. Bref, on continue. Je comprends qu'on puisse trouver cette interprétation d'apparence naïve ou simpliste. Tiens, d'ailleurs, les alertes sont réparées. Par rapport à hier, les alertes remarchent sans souci. Ils ont dû régler leur problème de serveur. Je comprends qu'on puisse trouver cette interprétation d'apparence naïve ou simpliste, mais sous le prisme de l'autonomie et de l'autodétermination, en toute logique, des environnements sociaux qui ont des aspirations intrinsèques coopèrent, s'entraident à régler ensemble un problème ou au moins n'interfèrent pas dans les projets intrinsèques de l'autre. Il n'est pas utopique que par altruisme la police n'interfère pas dans les projets des manifestants, parce que leur projet serait reconnu comme intrinsèque, juste, constructif. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Dans les années 60, le mouvement des droits civiques pour les Afro-Américains a été émaillé de fortes violences à l'encontre des manifestants. Mais il est arrivé aussi parfois le contraire, avec des policiers qui ont d'eux-mêmes baissé les armes parce qu'ils considéraient le mouvement comme juste et ne voulaient pas être violents comme leurs collègues. Des communes ont directement négocié et organisé l'arrêt de la ségrégation, voyant les manifestations dans les autres villes et voulant éviter la violence. Encore une fois, on tombe encore sur les mêmes trucs. Ouais, ça a l'air réparé, ça fait plaisir. Encore une fois, on voit que en soi, il y a des possibilités, déjà donc, non seulement d'avoir des actions plus violentes. Il y a d'ailleurs un portrait qui est sorti hier ou avant-hier de Host et de Usul sur non pas Simone, Françoise. Françoise, je crois. Attendez, je regarde vite fait. Sur Françoise Daubonne, qui est du coup une militante d'il y a quelques dizaines d'années, qui a beau avoir un certain nombre de problèmes, à côté de ça, avait notamment des moyens d'intervention beaucoup plus bourrins. Notamment, on peut penser à tout ce qui était les militantes pour les droits des femmes, il y a effectivement aussi un certain temps, qui étaient quand même assez plus bourrins qu'aujourd'hui. Souvent, vous avez des connards qui viennent vous dire « Ah oui, les féministes, qu'est-ce qu'elles font chier, patati patata », mais ils n'ont absolument aucune conscience qu'il y a quelques mouvements de ça en arrière. Les féministes, en fait, elles faisaient littéralement brûler les boys clubs. Elles venaient brûler, en fait, les symboles du patriarcat. Elles venaient poser des bombes, en fait, parce que justement, au bout d'un moment, si t'es pas écouté, si t'es dénié totalement, si on t'envoie une violence sans nom, qu'on te met en institution et compagnie, juste pour te faire fermer ta gueule, à un moment donné, tu vas finir par dire « Ah ouais,
Manifester comme ça marche pas? Ok, pas de souci, cocktail Molotov. Il y a moyen. Il y a moyen, on y va, allez, franco. Voilà, les suffragettes posant des bombes qui rigolent depuis leur tombe, quoi, voilà. Donc, en vrai, c'est probablement quelque chose comme ça qui va aussi se passer aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui ou dans notre futur proche. Si rien ne change, si la police continue à servir d'appareil étatique visant à protéger l'État, à un moment donné, les manifestations, elles vont plus être gentilles en mode « Ah, on a mis un peu de peinture sur ton tableau. Ah, on est venu dans la rue avec des banderoles. » À un moment donné, les manifestations qui vont se passer, c'est on va faire sauter des commissariats, c'est on va faire sauter les institutions de l'État, on va aller faire sauter l'Élysée, en fait. Parce qu'à un moment donné, si les politiques continuent à n'avoir rien à péter, continuent à laisser mourir des gens, parce que c'est ce qui se passe, hein, encore une fois, on n'est pas sur oh, ils s'occupent pas trop bien des gens. Non, non, ils laissent crever des gens dans la rue. Les flics, je vous le rappelle encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont venus percer les réserves d'eau, sont venus prendre et percer les réserves d'eau des camps de migrants pendant l'été en pleine canicule. Littéralement, ils ont attenté à la vie de personnes. On a des putains de témoignages de violences policières diverses et variées. La police tue. À un moment donné, si on continue à n'avoir rien à péter, à ne pas juste prendre en compte la parole des manifestants, hein, et pas juste à leur dire oui, oui, on vous écoute, mais en fait on fait rien, hein. Vraiment à prendre en compte la parole des manifestants. Si on fait pas ça, bah, les manifestants, à un moment donné, ils vont dire ok, on va se faire entendre d'une autre manière. Parce que c'est ce qui arrive systématiquement, en fait, dans tous les systèmes autoritaristes. Tu peux resserrer la vis, tu peux tenir pendant un certain moment en resserrant la vis, hein. Y a pas de souci, hein, tu peux être le plus autoritaire de tous les autoritaristes. Mais il y a toujours un moment où ça finit par se lever et que ça explose contre ta gueule, systématiquement. Le seul truc qu'ils espèrent, là, en fait, cette bande de cons, hein, c'est juste un truc, hein, c'est que ça fasse exploser après leur passage. Parce qu'ils en ont conscience, ils le savent, ils sont pas débiles, hein. Ils connaissent l'histoire aussi, hein. Ils ont tout un tas de scientifiques qui bossent aussi, hein, dans les laboratoires publics, qui vont leur faire et qui leur font des retours comme ça sur les possibles évolutions. Ils le savent. Encore une fois, si vous prenez l'intervention d'Édouard Philippe dont on a parlé tout à l'heure, qui est assez récente, il y a quelques semaines, il le dit lui-même. À un moment donné, ça va exploser, ça ne tiendra pas. On veut faire passer toujours plus, il y a un moment donné où ça va pas passer. Mais pour l'instant, ça passe. Alors on continue jusqu'à ce que ça explose. Mais pour l'instant, ça n'a pas explosé, donc on continue. On en remet encore une, encore une, encore une. Mais ils savent que ça va exploser. Ils le savent. C'est juste qu'ils espèrent que ça explosera sur celui d'après, pas sur eux. C'est incroyable, quoi, qu'on en soit là. Oui, la désobéissance civile aussi. Avant la non-violence, enfin avant la violence, il y aura aussi la désobéissance civile qui se viendra de plus en plus présente, hein. Les gens qui, de toute façon, déjà à l'heure actuelle, le font, hein. Vous avez des groupes qui se mettent en place pour, par exemple, venir bousiller sans violence, hein, venir bousiller des fonctionnements actuels de nos sociétés, juste en faisant soit en n'obéissant pas à certains ordres. Encore une fois, on ne parle pas forcément de la police en tant que telle, hein, mais en refusant, par exemple, vous avez une pratique qui est très très nulle à chier de la part des magasins de grande distribution alimentaire, qui consiste à mettre tous les aliments qui sont juste date périmée, mais toujours consommables, dans des grandes bennes et de mettre de la javel et compagnie. Et vous avez par exemple une désobéissance civile qui se fait à certains endroits, qui est que tout simplement les employés qui sont censés mettre de la javel sur les denrées alimentaires encore viables ne le font pas, ou en tout cas font exprès d'attendre avant de le faire, pour que justement il y ait par exemple des associations qui puissent venir récupérer ces biens pour les donner par exemple à des SDF, pour les donner à des personnes qui sont en grande difficulté financière, ce genre de choses, pour laisser en fait même des gens directement, sans parler d'associations, qui puissent venir récupérer comme ça des denrées qui sont toujours consommables et qui viendront mettre seulement la javel que leur patron leur dit de mettre le lendemain ou au bout de quelques heures. Il y en a en fait. Et ça va continuer à se généraliser, parce qu'on est dans un monde qui est tellement absurde au niveau des violences qu'on fait vivre à la grande majorité des gens, que bah en fait c'est pas possible, c'est pas possible, et les gens ont continué à se mobiliser, et de plus en plus on en a rien à foutre, et moins on les écoute, et plus on leur envoie des flics dans la tronche, en mode fermez vos gueules ou on vous tabasse, et plus on va dire ok d'accord très bien, bah, puisque c'est comme ça, on va faire avec, et on va faire différemment. Perso, je me souviens que j'avais appris ça quand je bossais à un Carrefour Express, on m'a jamais demandé de le faire, mais j'aurais pas pu de toute façon. Bah oui, mais ça, il y en a partout qui se font, dans des boulangeries, sans parler forcément de grosses structures comme un Carrefour, même si effectivement c'est aussi des structures qui le font. T'en as plein en fait des structures comme ça, des boulangeries, même si on va sur tout ce qui est carniste, les ça s'appelle les les abattoirs, tu vas y arriver.
Les boucheries, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Même les boucheries et compagnie font la même chose. Ils ont des denrées qui sont en soi pas forcément périmées et qui peuvent être encore consommées, mais qu'eux ils peuvent plus vendre et ils les balancent et ils mettent de la javel et compagnie. Enfin, c'est partout qu'ils font ça. Et encore heureusement, on a des gens qui s'organisent derrière en non-violence pour faire ça. Mais à côté, il faut bien se rendre compte aussi d'un autre truc, c'est que ceux qui peuvent faire de la non-violence le font, mais tout le monde ne peut pas faire de non-violence. Il y a un moment donné où il faut avoir conscience aussi que quand vous êtes par exemple des gens dans les cités qui vous, littéralement, vous faites violer, agresser par les forces de l'ordre, il y a un moment où la non-violence n'est pas possible. Vous pouvez pas juste faire de la désobéissance civile. Et c'est pour ça aussi que je pense que ça va exploser à plein de niveaux. C'est parce que à l'heure actuelle, on a une violence physique qui est faite, ultra violente, à plein de niveaux, et qui fait que les gens n'ont pas le choix. Les gens ne veulent pas avoir le choix entre soit subir encore et encore, mais du coup ils ne vont absolument pas résister, ils subissent, soit se rebeller contre ça. Et se rebeller contre ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Quand il y a quelqu'un qui est en train de vous casser le crâne, bah, ça va être de mettre des coups aussi en fait. Hein. Et ça va forcément finir par arriver, puisque c'est ce qu'on fait constamment, c'est ce que font les flics constamment en ce moment. Ils tabassent tout ce qui passe à leur portée. Donc à un moment donné, bah, ça va finir par remonter dans l'autre sens. Hein. Et c'est triste qu'on en soit là, parce qu'en termes de société, ça montre quand même qu'on a échoué lamentablement, tous autant qu'on est. Hein, je pense que pour moi, la violence, c'est quand même la preuve qu'en termes de société, on a échoué. Ça ne veut pas dire que c'est un échec individuel, parce qu'encore une fois, en termes d'individu, on n'a pas forcément la possibilité de faire autre chose, mais justement, en termes de société, on aurait pu tellement prétendre à mieux, on pourrait être tellement mieux en termes de société, qu'on en soit là, qu'on en pousse les gens à être dans la violence comme seule solution, parce qu'on a brisé toutes les autres possibilités de solution, bah putain, c'est quand même pas très joyeux et c'est quand même pas très bon comme évaluation de notre société, quoi. Enfin bref. Je reprends un peu le texte parce que j'ai raté des trucs. Pop, pop, pop. On se rappellera que se bloquer le dos avant la manif en enfilant des protections anti-émeutes peuvent être comptées comme blessures dues à l'opération des maintiens de l'ordre. Mais ah mon dieu. Tac tac tac. Tu y tiens à ta pref, tu y tiens à ton comico, tu y tiens à ton siège de banque multinationale pétrolière. Oh, moi tellement pas, hein. Vous pouvez les faire péter tout ça, hein. Aucun souci. Hein. Aucun souci. C'est vraiment horrible, surtout quand on n'a pas le choix. Javel ou pas, faut bien manger aussi. Bah ouais. Je continue. L'environnement distal politique peut régler à la source le problème d'une façon qui ne détourne pas la police de sa fonction de protection des citoyens, tout simplement en écoutant et en appliquant les revendications des manifestants, si celles-ci sont légitimes et vont dans le sens des droits humains. La police elle-même, en tant qu'environnement social, peut affirmer sa fonction de protection et son éventuelle autodétermination altruiste, en refusant d'engager une violence contre des personnes qui ne menacent pas l'ordre social, mais au contraire veulent améliorer de façon altruiste. Comme d'habitude, cela demande une désobéissance à des ordres, mais celle-ci est plus légitimée dans le code de déontologie de la police. Mais celle-ci est en plus légitimée dans le code de déontologie de la police et de la gendarmerie. Article R 434.5 Obéissance 1. Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit d'eux-mêmes aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. S'il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l'autorité qui le lui a donné, ou à défaut, à la première autorité à qui a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d'illégalité manifeste qu'il lui attribue. Si, malgré ces objections, l'ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a le droit à ce qu'il soit pris en acte de son opposition, même si le policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite demandée et qu'il exécute l'ordre écrit ne l'exonère pas de sa responsabilité. L'invocation à tort d'un motif d'illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que la responsabilité soit engagée. Dans l'exécution d'un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l'auteur de l'ordre de sa propre responsabilité. 2. Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou les événements sont relatés avec fidélité et précision. Qu'en est-il du racisme dans la police ? Tous les témoignages, par exemple même des policiers, en rapportent, et on pourrait là encore dire que les individus, comme ceux dont Alex a surpris les conversations, sont rares, des cas isolés, passés sous le radar. Mais en 2020, un rapport du défenseur des droits officialise le fait que les discriminations sont systémiques dans la police. Police.
Les personnes identifiées comme noires et arabes font l'objet de biais et de pratiques discriminatoires d'ordre systémique dans le cadre de leurs relations avec les forces de l'ordre. Les études statistiques révèlent une concentration très importante en France des contrôleurs d'identité, des contrôles d'identité sur les jeunes 18 à 24 ans perçus comme noirs et arabes, résidant dans une cité ou dans un grand ensemble, ainsi qu'une surdéclaration par ces derniers de manquements à la déontologie des forces de l'ordre lors des opérations de contrôle, tutoiement, insultes, agressions physiques, etc. Ce profilage racial et social apparaît comme révélateur de situations sociales tendues et de relations dégradées avec les forces de l'ordre. Il doit se comprendre à la lumière d'une part des pratiques professionnelles, individuelles, collectives, successibles de produire des discriminations, d'autre part de l'absence de dispositifs de traçabilité des opérations de contrôle. Les études sur les contrôles policiers mettent ainsi en évidence que les comportements attendus des personnes contrôlées par les forces de l'ordre en termes de conformité et de politesse sont décuplés à l'encontre des minorités, notamment celles résidant dans les quartiers jugés difficiles. Le marqueur territorial redoublant celui de l'origine, tous deux peuvent favoriser le déclenchement d'une opération de contrôle sans qu'un comportement objectivement suspect ait nécessairement été identifié en amont. Attendez une semaine avant de faire sauter les sièges de banque, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai qu'on a un traître. On a Apollyon qui bosse dans les banques, là. Ah là là. C'est pas ça? Oui, c'est ça, hein, tu bosses dans une banque. Enfin, tu bosses pour une banque. Tu bosses pas dans une banque, tu bosses pour une banque, il me semble. On va attendre un petit peu la fin du contrat et après c'est bon. On attend que le contrat est fini et après on fait tout péter. C'est bon, allez, chaud. Je continue. Ce constat fait suite également à des enquêtes prouvant le racisme systémique. Décision relative aux consignes et mentions de services discriminatoires émanant d'un commissariat de police parisien relative à des évictions systématiques des Roms et des SDF. Une affaire sur laquelle le défenseur est intervenu souligne l'existence du profilage racial et social. Le défenseur des droits a été saisi d'ordres, de consignes et de mentions de services émanant du commissariat de sécurité publique d'un arrondissement de Paris entre 2012 et 2018, qui laissent présumer des interventions discriminatoires dans cette circonscription par la brigade de police secours et de protection, la BPSP. Ils sont en effet enjoints de procéder dans un secteur donné à des contrôles d'identité de bandes de Noirs et de Nord-Africains, consigne en 2012, et surtout l'arrondissement à des évictions systématiques des SDF et des Roms, Patrick, de 2012 à 2018. Après enquête, le défenseur demande à l'inspection de l'ensemble des commissariats parisiens pour évaluer l'étendue des pratiques d'éviction discriminatoire et leurs impacts sur les personnes en situation d'itinérance. La discrimination s'avère systémique dans approximativement tous les pans de la société, logement, éducation, travail, santé, etc. Au fil des années, les discriminations liées à l'origine, loin de diminuer, persistent et se manifestent dans tous les aspects de la vie quotidienne. Elles sont reconnues comme telles, mais demeurent orphelines de politiques publiques volontaristes et ambitieuses pour les prévenir et les combattre. Ah bah tiens, c'est étonnant. La cause profonde est politique. Les autorités, qu'elles soient dans la sphère publique ou dans la sphère privée, entreprise, n'engagent pas de pouvoir d'action pour régler les problèmes. Soit elles sont indifférentes aux problèmes de discrimination, et donc le laissent se perpétuer, soit elles y participent activement, comme ce commissariat parisien sur lequel le défenseur de droit a enquêté. Plus encore, le problème ne concerne pas uniquement la France, mais bien d'autres pays. Ici, le défenseur des droits cite des pays qui ont tenté de faire quelque chose contre le racisme systémique dans la police. Des enquêtes publiques au sein de la police et des réformes en Grande-Bretagne et au Québec. Suite à l'absence d'investigation sur la mort de 93 d'un jeune noir, Stéphane Lawrence, une grande enquête publique a été lancée sur les allégations de racisme au sein de la police. En février 1999, le juge Macpherson rendait son rapport concernant l'enquête autour de ce meurtre. Le célèbre rapport Lawrence a permis de reconnaître le caractère systémique du racisme au sein de la police britannique. À partir de ce constat, le juge a préconisé d'étendre les prérogatives du Race Relations Act, la législation antiraciste et antidiscriminatoire adoptée en 1965, après avoir d'abord mis l'accent sur les discriminations en matière d'emploi et de logement. Cette législation a été étendue au service de la police et de la justice, ainsi qu'à la santé publique, à l'éducation, à l'armée. De même, au Québec, plusieurs rapports publics ont été rendus suite à différents incidents et de nombreux signes de tension entre la police et les minorités visibles. Ces rapports ont systématiquement constaté que la police était marquée par des préjugés défavorables aux minorités et dévoilé la méfiance totale de ces dernières à l'endroit des forces de police. Des recommandations furent formulées concernant notamment la formation, les mécanismes de contrôle, le recrutement des policiers et des policières. Et bonjour, j'espère que tu vas bien, Arken. Attention, tu vas prendre un ban. Tu vas prendre un ban si tu continues avec ce genre de balan. Attention, on est sur une partie assez chaud. On est sur les policiers, on est sur la police. Bonjour. On est sur la police et c'est lourd.
C'est lourd, c'est lourd. C'est pour ça d'ailleurs, je lis assez vite. N'hésitez pas à me dire, là quand même, tu carbures. C'est pas étonnant. Je vous avoue que les violences policières, ça va 2 minutes, mais ça fait beaucoup quand même. Si ça trigger vraiment, j'arrête. Alors, ça me trigger vraiment parce que trop souvent, j'ai des Jean-Michel random qui viennent pour me dire ça. Donc du coup, c'est agaçant. Enfin, typiquement, tu vois, cette semaine, il y a un Jean-Michel random qui est venu parce que j'ai oublié. D'ailleurs, je crois que là, je l'ai remis. Oui, là, c'est bon, vous êtes en follower only. Là, en début de semaine, il y a un Jean-Michel random qui est apparu pour venir râler, ou la semaine dernière, je sais plus. Bref, à un moment donné, j'avais pas mis le follow only, donc il y a un Jean-Michel random qui a pu passer pour marquer justement que tous les dégénérés LGBT sont toujours dans les sciences humaines et sociales. Donc j'avoue que ouais, si on peut éviter ce genre de blague, ça me va parce qu'en fait, c'est pas vraiment dans l'ordre de la blague vu qu'il y a déjà beaucoup de gens qui viennent pour t'envoyer ça dans la gueule. J'avoue que c'est pas nécessaire. Même si je sais que toi, il y a pas de mauvaise intention, parce que je vois que t'es en mode désolé et tout ça, c'est pas grave. Mais voilà, je préfère prévenir. Non, ça me fait pas rire. C'est pas ouf. Ça me rappelle The Talk que les personnes noires aux USA doivent avoir avec leurs enfants. Ça me rappelle The Talk. J'ai pas compris. Ceci est malveillant. Je sais pas ce que c'est The Talk. La manière de parler, peut-être Ah, la conversation. Ok. La conversation que les personnes noires aux USA doivent donc avoir avec leurs enfants pour les prévenir. Ok. Oui, ça y est. J'ai remis les choses. Ça se connecte. Ça prend un peu de temps, mais ça y est, c'est connecté. Ok, je vois. Et effectivement, oui. C'est plus pour caricaturer. Non, mais je comprends bien. Je comprends bien l'intention qui est derrière. Le problème, c'est que je pense que la caricature ici n'est pas nécessaire. Je suis pas fan de ça. Je préfère qu'on caricature Jean-Michel, connard, qui vient faire des conneries, plutôt. Ça me parle beaucoup plus. Qu'on aille se moquer en fait des systèmes de domination et de leur fonctionnement de système de domination plutôt que de venir caricaturer les remarques qu'ils nous font. Clairement. Je sais pas si c'est assez clair. Oui. Dans tous les cas, poulet. Dans tous les cas, poulet. Donc, nous disions que nous continuions la lecture. Comme je vous le dis, je vais assez vite, je le sais. Si vous trouvez que ça va trop vite, vous me le dites. Si vous trouvez que je vais trop vite, vous me dites « Attends, ralentis, on peut échanger sur ça un petit peu ou quoi ?» Comme c'est très violent, ce qu'on lit depuis tout à l'heure, notamment les violences de viol et compagnie policière, j'avoue que moi je vais très très vite parce que j'ai pas forcément envie de m'en mettre plein la gueule, clairement. Mais je peux comprendre que vous avez peut-être envie d'en parler, et si vous avez le besoin d'en parler, il n'y a aucun problème, c'est fait pour aussi. Je continue. Les discriminations sont extrêmement ancrées depuis des décennies, voire des centaines d'années dans les cultures qui légitiment et ont structuré leur avantage sur l'oppression et le traitement inégalitaire de certaines personnes. Aux États-Unis, on peut remonter jusqu'à l'histoire de l'esclavage et même l'arrivée des colons et leur rapport esclavagiste ou génocidaire avec les natifs amérindiens. En France, il y a des connexions avec le colonialisme. La discrimination d'un groupe sur un autre permet aux discriminateurs Ça me fait bizarre comme mot, discriminateur. J'aurais tendance à dire personne qui discrimine, mais parce que le mot discriminateur n'est pas naturel. Bref, peu importe. De se supérioriser, d'en tirer des bénéfices. Par exemple, dans l'histoire de l'esclavage, on voit que les préjugés ne sont pas là en premier, mais qu'ils adviennent dans un second temps pour justifier qu'on exploite, qu'on soit injuste, qu'on soit cruel envers un autre être humain, pour son profit personnel. Ça permet de supprimer l'empathie à son égard et de faire croître l'exploitation. On voit cela à petite échelle dans des témoignages d'un jeune de 18 ans qui se fait frapper, mais sur lequel les policiers portent plainte afin de gagner de l'argent. Provoquer, puis frapper la cible, et poursuivre en justice la cible est parfois une pratique motivée extrinsèquement, gagner plus d'argent, qui est d'ailleurs rapportée par les policiers eux-mêmes dans les témoignages cités précédemment. Donc on est vraiment encore une fois sur la police au tip top. Donc la police qui vient défoncer la gueule d'un jeune, qui le tabasse, qui derrière porte plainte, les flics portent plainte pour coups et blessures de la part du mec qu'ils ont tabassé pour se faire des thunes. Et le pire, c'est que dans les témoignages qu'on avait lus la semaine dernière, ils en parlaient en mode « Oh, ça c'est une bonne technique pour se faire des thunes. » Parce que de toute façon, ils peuvent pas se défendre. Oubliez pas, la police qui soi-disant est censée être là pour nous.
La police qui est censée être là pour protéger. Apparemment, à part protéger leurs intérêts, ils sont pas très bons à autre chose. Hein. Ainsi, face aux discriminations, même modernes, une piste est de se demander à quoi sert ce préjugé aux individus qui l'expriment, quels bénéfices ils en tirent, afin de voir comment on pourrait faire en sorte que le discriminateur ne gagne plus ce bénéfice à la discrimination, et comment on pourrait lui apprendre un autre modèle de croissance personnelle qui ne s'appuie pas sur la destructivité d'autres êtres humains ou le cautionnement de cette destructivité. Évidemment, il y a d'abord à couper court à toute récompense possible qui suit la violence policière, promotion, prime, profit, etc. Et faire en sorte qu'au moins les sanctions que les personnes reçoivent pour violence en général soient les mêmes pour les policiers, qu'ils ne soient pas considérés comme pouvant continuer leur métier alors qu'ils ont détruit des personnes d'une façon ou d'une autre, ce qui est un abus de leur pouvoir. Oui. Heureux, je t'ai envoyé un petit MP pour te dire que j'ai ouvert un petit serveur pour jouer avec des amis sur V-Rising et que... Oh, c'est trop gentil. C'est adorable, Tiff. C'est vraiment très gentil. Je suis pas sûr de venir, mais c'est vraiment adorable. Il pouvait pas se défendre jusqu'à Assa Traoré. Et encore. Et encore. Parce que même là, ils subissent pas tellement. Hein. On en parle encore de les fois où ils sont condamnés pour violence et que la seule chose qui se passe, c'est qu'ils viennent ensemble pour manifester sur les faits que oh, vous avez vu, on nous opprime, nous pauvres petits policiers, alors qu'on ne fait que notre travail, et qui au plus obtiennent généralement gain de cause. Enfin, si en fait, les gens ne peuvent toujours pas se défendre en fait. Ils ne peuvent toujours pas se défendre. C'est bien ça le problème. J'ai personnifié ici le problème, mais ce discriminateur pourrait être un environnement social. Aussi, je ne souscris absolument pas à l'idée que l'attitude, le comportement des discriminés est à l'origine de leur discrimination. Le problème viendrait soit d'une volonté de domination, pour des bénéfices du discriminateur, soit d'un autoritarisme de droite ou d'une orientation à la dominance sociale liée à une peur généralisée de l'autre. Parfois, les deux. Un constat ethnocentrique serait de conclure que, par cette affirmation, j'affirme que les discriminés seraient hors de tout soupçon ou du comportement problématique, comme si j'affirmais, là, défendre une espèce de clan. Or, c'est le mécanisme de discrimination que j'accuse ici, et la discrimination n'est jamais de la faute de la personne qui en est cible. Si on a à cœur de faire diminuer la délinquance, la criminalité, alors il faudrait se concentrer sur les mécanismes propres à ces questions, et non chercher à blâmer des victimes de ces mécanismes. Important, hein ? Important, ça, à le retenir quand même. On rappelle qu'ils sont le résultat d'un système. Tout à fait. Tout à fait. ITT, car c'est dur moralement de se faire dire que quand même on tabasse des gens. Hein. Ah bah oui, bah oui. Mais le pire, c'est que ça, vous vous dites ça en rigolant, pas de bonnement, mais c'est vrai. Hein. Il y a des flics qui se font mettre en ITT en mode ah quand même avoir dû tabasser des gens en manifestation. C'est dur moralement, je le vis mal. Vraiment, oui, j'ai borgné quelqu'un, j'ai fait disparaître la main d'un autre. Alors franchement, je le vis super mal. Je vais avoir besoin d'ITT. Ouais, 2 semaines d'ITT, je pense que c'est nécessaire pour me remettre bien pour la prochaine manif. T'as vraiment des flics qui font ça. Ils détruisent la vie des gens et ils ont vraiment ce fonctionnement ça. Comme ça. Voilà. Là, notamment, on a eu le coup avec comment ça s'appelle ? Avec tout ce qui est le... Je vais y arriver. Les manifestations sur les méga-bassines. La semaine dernière, on a les manifestations sur les méga-bassines. Ou la semaine d'avant, je sais plus. Enfin, là, récemment, on a eu des manifestations contre les méga-bassines. Et notamment, il y a des manifestants qui sont fait tabasser. Ils sont fait tabasser par les forces de l'ordre. On a essayé de récupérer leurs noms et compagnie pour leur mettre des PV. Alors qu'ils se sont fait tabasser. Vous voyez déjà l'idée, c'est bien. Alors qu'ils étaient en train de se faire soigner par du coup les médics qui étaient là, parce que du coup vous avez des gens, vous avez des équipes médicales pendant les manifestations qui sont là pour soigner les gens qui se font casser la gueule, genre par les forces de l'ordre, par hasard, voilà. Donc pendant que les mecs se font soigner de s'être fait tabasser par les flics, t'as les flics qui sont là et qui te mettent un PV. Vous en avez un notamment qui a fait le témoignage qu'il s'est retrouvé donc en garde à vue, alors qu'il était blessé, commotion cérébrale. Du coup, il a demandé examen médical, il l'a obtenu, donc il est parti à l'hôpital parce que le médecin qui est venu a dit « Ah non, mais vous êtes en trop mauvais état, là vous quittez la garde à vue, vous allez à l'hôpital. » À l'hôpital, les flics sont revenus le chercher pour le remettre en garde à vue. C'est-à-dire qu'on n'est pas genre sur Jean-Michel qui essaie de les prendre pour des cons ou quoi que ce soit. Non, on est sur Jean-Michel qui s'est fait tabasser par des flics, qui se prend une contravention,
qui derrière se fait mettre en garde à vue. Le médecin le voit et dit non, tu vas à l'hôpital. Et à l'hôpital, il se fait récupérer à nouveau par les flics qui sont en mode non, mais on s'en fout en fait que tu sois tabassé, tu vas surtout en garde à vue. On est sur ce niveau-là, hein. C'est du beau, hein. Ce sont bien les forces de l'ordre, hein. Ils donnent envie, hein. Donc on n'oubliera jamais, hein, mais poulet, tout ça, hein. On continue. L'autodétermination des citoyens. Toutes les violences subies par les personnes sont évidemment sapantes à de nombreux titres. Elles sapent la proximité sociale, l'autonomie, la Ceci est malveillant. compétence. Oui. En même temps, c'est des flics, donc forcément, ils sont malveillants. Elles causent des traumatismes, elles constituent autant de risques d'orientation impersonnelle ou contrôlée. Maintenir des aspirations intrinsèques quand l'autre est perçu comme une menace peut alors être très difficile. Cela sape plus que les victimes, c'est tout le corps social autour d'elles qui est touché, qui va alors se méfier des policiers, y voir une menace. Cela sape la société, car chacun de ces témoignages fait craindre des formes de régime autoritaire, injuste, arbitraire, où la violence peut tomber au hasard, pour rien, sans que le gouvernement n'y puisse rien faire, ou pire, ne veuille rien changer, afin de mieux dominer. C'est aussi un problème pour les agresseurs, dont les motivations sont auto-réduites, aux aspirations extrinsèques, ce qui affectera leur bien-être, sapera leurs besoins de proximité sociale, les mettra dans un mode défensif, où ils se cachent eux-mêmes leurs méfaits. La discrimination sape évidemment l'autodétermination des personnes qui sont cibles de celle-ci, ainsi que leur entourage. Des possibilités leur sont littéralement enlevées. Ils subissent un traitement injuste, arbitraire, parfois très difficile à interpréter, puisqu'évidemment les auteurs de discrimination n'avouent pas avoir évincé ou maltraité une personne sur la raison d'un critère arbitraire, mais ils vont rationaliser en arguant un mauvais comportement de l'autre. La discrimination sape le besoin d'autonomie, de compétence, puisqu'il y a jugement d'abord sur des critères arbitraires, tels que la couleur de peau, des proximités sociales, les personnes sont rejetées, humiliées, évincées, empêchées d'atteindre des environnements sociaux, sous des prétextes arbitraires. L'orientation autonome est rendue extrêmement difficile à mettre en œuvre et dépend alors de la chance d'être tombé sur un environnement non discriminant ou de faire preuve d'une autodétermination individuelle. Les discriminations sont aussi un problème pour ceux qui ne sont pas la cible. Les non-discriminés, favorisés, peuvent parfois vivre dans l'illusion que le monde est juste, méritocratique. Avoir donc une perspective biaisée de la réalité. Entretenir vaillamment un système inégalitaire par inconscience du phénomène, ce qui pose un problème à leur autodétermination également, puisqu'ils n'ont pas consciemment décidé cette participation. Ils peuvent scorer haut sur le SDO sans jamais l'avoir pensé, sans jamais l'avoir décidé, ce qui est une absence totale d'autodétermination. On l'a vu, les discriminateurs sont fortement sapés par leur propre discrimination qui les coupe de tout, qui est à la fois cause et signe d'un mal-être qu'ils alimentent de plus belle à travers l'idéologie fasciste. Quand bien même ils auraient l'impression qu'être fasciste leur donnerait une certaine valeur, leurs problèmes se perpétueront notamment par une fermeture au comblement de la proximité sociale. La haine d'approximativement tout le monde, y compris des femmes, alors qu'ils sont hétérosexuels, ce qui rendra très difficile la construction de relations amoureuses, une fermeture à l'autonomie, une orientation totalement déterminée par l'extérieur. C'est là où vous tombez vraiment sur le paradoxe du truc en fait. Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris par toutes les lectures qu'on a fait depuis le début, en fait ce que ça montre, surtout envers et contre tout, c'est qu'on est sur des individus qui, qu'ils en aient conscience ou pas, sont profondément insatisfaits de leur vie, sont profondément insatisfaits de la société. Sauf que s'ils le sont, c'est parce qu'ils ont ce modèle-là de pensée. Sauf que plus ils ont ce modèle-là de pensée, plus ils sont insatisfaits. Plus ils sont insatisfaits, plus ce modèle-là va nourrir leur insatisfaction, tout en les validant dans ce fonctionnement. Alors que c'est ça qui est responsable de tout. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on voit vraiment les mecs qui sont en mode mascu ultime, à cracher sur toutes les femmes, à les traiter de tous les noms en mode ah c'est elle le problème, c'est elle qui aime je ne sais pas quoi, Jean-Michel Noir, ou enfin bref, tous les trucs racistes et compagnie qu'ils peuvent trouver, les LGBT, enfin voilà, encore une fois, ils tapent large en général. Mais plus ils font ça, plus ils sont fermés. Donc moins il y a des gens qui s'intéressent à eux, donc notamment des femmes. Donc de moins en moins ils ont des chances, des probabilités de faire ça. Et du coup ça alimente d'autant plus leur machine, quoi. Et ça n'arrête jamais. Les féministes le disent, les hommes n'aiment pas les femmes, leur caractère, leur mode de vie, etc. Ils aiment juste leur corps. Oui. Sauf que le truc c'est que dans leur vision des choses, ils se disent que ce n'est pas juste leur corps. Ou alors plutôt ils réduisent les femmes à leur corps. Ils réduisent le fait d'être une femme à son corps et ils exitent en fait tout le reste. Et c'est ça aussi qui en fait un truc particulièrement
particulièrement pas ouf. Je vais y aller, en vrai ça me met pas bien et je m'attendais pas à ce que ça ait cet effet sur moi. Il n'y a pas de souci Solaris, au contraire protégez-vous, pensez à vous protéger tous autant que vous êtes. C'est adorable de passer mais il faut surtout penser à vous et prendre le temps de respirer, d'aller voir ailleurs, de sortir, de regarder autre chose, peu importe, mais pensez à vous. Pensez à vous protéger parce que c'est lourd. On est sur des sujets qui sont très lourds, on est sur des mécanismes qui sont très lourds, très violents. On a des témoignages qui sont à la hauteur de tout ça. Donc clairement, pensez à vous protéger, prenez soin de vous. Tous autant que vous êtes, hein. Même sur YouTube. Hein. Sur YouTube, le seul intérêt qu'il y a, c'est que, parce que vous n'avez pas d'interaction avec moi quand même, et avec le chat, mais le seul intérêt que vous avez, c'est que vous pouvez mettre en pause à n'importe quel moment. Vous pouvez skipper des trucs, vous pouvez juste partir et revenir plus tard éventuellement ou quoi. Donc faut pas hésiter à le faire, vraiment. Hein. Que ça soit sur Twitch ou que ce soit sur YouTube, si vous avez besoin d'une pause, vous prenez une pause. Si vous avez besoin d'arrêter, vous arrêtez. Enfin vraiment, il faut. Perso, je suis intéressé de ouf, je sais pas si c'est normal de pas se sentir mal. Moi, à la fois, je me sens surtout révolté, en colère. Je sais pas si on peut qualifier ça de mal. C'est extrêmement intéressant comme fonctionnement, parce que ça montre aussi, encore une fois, il faut voir le positif là-dedans, ça montre que ce sont des mécanismes qui peuvent être mis en échec. Ce sont des mécanismes sur lesquels on peut avoir des leviers. Ce n'est pas impossible d'avoir des leviers là-dessus. Encore heureux. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement positif. Et du coup, connaître, voir ces fonctionnements-là, voir qu'est-ce qui est sous-tendu par tout ça, avoir les tenants et aboutissants pour du coup pouvoir, notamment dans la vie de tous les jours, dans vos environnements, essayer d'influencer dans le bon sens des choses, vers un côté plus positif, c'est extrêmement, je dirais pas gratifiant, mais c'est intéressant. Il y a un intérêt. Hein. C'est pas sans raison qu'on s'inflige ça. C'est pas sans raison qu'on est en train de lire et de voir tous les témoignages et toutes ces affaires. C'est pas pour rien. C'est pas juste pour dire oh là là, c'est pas bien. Non, parce que justement, on voit les leviers qu'il y a derrière. Et forcément, c'est intéressant, parce que ça donne de l'espoir. Quand on voit aujourd'hui à quel point l'extrême droite est en train de... C'est même plus ramper à ce niveau-là, elle est en train de débouler sur des putains de tapis rouges un peu partout, à l'Assemblée nationale, sur tous les plateaux télé et compagnie. Ça pourrait être quand même vachement flippant de se dire « Ah merde, finalement, on n'a aucun moyen, c'est foutu, allez, trop tard, tant pis, autant se tuer, quoi. » Enfin, voilà. Non, là, justement, on a des études qui nous montrent qu'il y a des moyens. C'est pas forcément simple, c'est pas forcément compliqué, on n'est pas forcément dans un contexte qui est très favorisant à ça, mais on a des moyens. On peut essayer de contrebalancer et on peut essayer de contrebalancer de telle ou telle manière. Et ça, c'est cool. Il y a un truc à base de violence diffuse, pas identifiée. C'est rassurant d'avoir des explications, c'est bête, mais ça me rassure un peu de savoir ce que c'est étudié. Oui, il y a ça aussi, effectivement, qui vient derrière. Si effectivement tu vois ça dans la vie de tous les jours et juste tu te dis putain, c'est violent partout, mais que t'as pas d'explication, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, et que tu vois pas qu'il y a des gens qui se sont emparés de ces sujets-là pour faire des recherches et comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière et de comprendre comment est-ce qu'on peut modifier ça, c'est vrai que c'est extrêmement lourd. À partir du moment où tu te rends compte que non, il y a tout un champ de la recherche qui s'occupe de ça, il y a tout un champ de la recherche qui est en train de dire attendez, il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne parce que là c'est plus possible et il faut essayer qu'on voit comment est-ce qu'on peut mettre en place des choses pour essayer d'aller vers du mieux, pour tendre vers du mieux, quels sont les moyens concrètement de le mettre en place. Forcément c'est rassurant parce que ça montre qu'il y a des gens qui sont concernés par ce problème. Il y a des gens qui sont non seulement concernés par ce problème, mais il y a des gens qui se mobilisent activement contre ces problèmes-là et des gens qui ont des ressources parfois plus ou moins étendues. Alors on est d'accord que politiquement parlant, en France, on est à la ramasse, comme plein d'autres endroits. Politiquement, on a Jean Connard à côté de Jean Connard, accompagné de Jean Connard, qui tous les trois sont des bourgeois, fils de bourgeois ou d'anciens nobles, qui se mettent très très bien et qui en ont rien à péter, ni de près ni de loin, d'essayer de s'occuper un petit peu de tout ce qui va être l'égalité sociale ou quoi que ce soit. Ils s'en foutent, clairement. Mais à côté de ça, c'est pas les seuls. Ok, c'est eux qui sont actuellement à la tête de l'État. Très bien, un État, ça disparaît. La connaissance, par contre, ça disparaît beaucoup moins, mine de rien. Ça disparaît aussi, hein, il y a des moyens d'oublier des choses. Mais en soi, ça permet aussi de mobiliser, ça permet aussi d'apprendre, ça permet aussi de développer des outils pour, exemplement, par hasard, hein, faire disparaître un État qui du coup serait oppressif et dangereux, par exemple, vraiment par hasard. Donc c'est sûr que ça fait du bien, ça fait plaisir de voir que oui, ce sont des traités, c'est des sujets qui sont traités, c'est des sujets qui sont traités, qui sont travaillés et avec lesquels on a des manuels, des moyens identifiés, clairs de comment est-ce qu'on peut intervenir, vers quoi est-ce qu'on peut tendre, si on intervient de telle manière, vers quoi ça pourrait nous amener, et ainsi de suite. Un état, ça disparaît, mais un état, ça fait aussi disparaître la connaissance. On est d'accord. C'est pour ça que je dis que la connaissance en soi peut disparaître aussi, mais c'est plus difficile.
c'est plus difficile, surtout à l'état actuel des choses, où nous sommes dans une société qui a, bon gré mal gré, quand même des accès et des échanges internationaux. La connaissance qui est produite par des scientifiques, quel que soit l'endroit, ne va pas disparaître en claquant des doigts comme ça. Parce que nous sommes avec des bases de données qui sont littéralement aux quatre coins du monde, avec des gens aux quatre coins du monde qui participent et qui les enrichissent. Donc de fait, même si effectivement un État peut faire de la censure et peut faire disparaître de la connaissance, on est d'accord, ça reste extrêmement compliqué à l'heure actuelle de faire disparaître totalement les choses. Parce que tu auras toujours des Jean-Michel qui arriveront à aller chercher l'info ailleurs. Vous avez par exemple la Chine qui met en place quand même des barrières assez monumentales au niveau de l'utilisation d'Internet, qui bloquent, qui censurent énormément. Pour autant, même en Chine, il y a des connaissances qui s'échangent, il y a des bibliothèques noires qui se créent. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les bibliothèques noires, en fait, c'est tout simplement des bibliothèques non officielles, non légales, sur lesquelles on s'échange des données. Vous en avez plein qui existent en ligne ou parfois dans des lieux physiques. Et pour le coup, ça se fait. Ça prend du temps, c'est pas simple, mais ça se fait. Pareil avec, comme le dit Axel, je suis assez d'accord avec lui, une connaissance, même si ça se perd, ça se retrouve. C'est pas forcément rapide, et Tilwan, tu as parfaitement raison quand tu dis ça, mais le fait est que ça ne disparaît pas ad vitam aeternam. Un état, par contre, ça peut disparaître ad vitam aeternam beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement. Insensible ne veut pas dire imperméable. Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Bref, je continue. Oh, d'ailleurs, attendez. En vrai, ça fait combien de temps? VOD 14h. 14h, il est 15h. Et bonjour Telperi, bienvenue à toi. Tu es désormais une petite fougère qui s'agite dans le vent. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. La numérisation permet une sauvegarde bien plus fiable de la connaissance. Ah, je reconnais cette emote. D'ailleurs, je crois qu'Antipé ne live plus. J'avais prévu de raider chez elle, enfin chez elle, et je crois qu'elle n'est plus. Ouais, elle n'est plus là. Tant pis. J'espère qu'il n'y a pas eu de soucis parce qu'il me semble que normalement Antipé avait dit que le live était à partir de 14h, on n'est que 15h. Donc j'espère qu'il n'y a pas eu de soucis pour le coup. Mais en tout cas, bienvenue à toi. J'espère que tu te portes bien, aussi bien que possible parmi nous. Pac, on est donc en pleine lecture de sciences sociales et c'est compliqué. Voilà. Elle a eu des gros soucis de connexion. Ah merde! Oh, fait chier. Bah, j'espère que ça ira du coup. Bah, en tout cas, si elle revient pas, il n'y aura pas de raid. pas là-bas. Mais j'aurai toujours quelqu'un chez qui vous raid. En vrai, il y a Eva Sama, il y a Kayout, il y a Niri. Il y a Niri qui a lancé. Et il y a d'autres personnes peut-être. Il n'y a pas l'anti-stream aujourd'hui, en tout cas pas pour le moment. Il y a Sentier Battant. Il y a Sentier Battant aussi. On verra quand je couperai le live. On fera pas un live aussi long que d'habitude. On va pas finir à 17h parce que c'est lourd. C'est très très lourd les flics. C'est très 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 lourd. Jeudi, on est jeudi l'anti, c'est le soir. Donc ça sera pas l'anti-stream. Non mais peut-être Eva Samaï, ça fait un moment Eva Samaï. En vrai, ça fait un moment Eva Samaï, et si je coupe tôt, Caillout aussi, ça peut être pas mal. Mais je pense Eva Samaï en vrai. Ça sera probablement Eva Samaï vers qui je vous envoie. Bref, je continue. Je vais continuer un petit peu la lecture, puis on coupera la VOD. Et quand je couperai la VOD, par contre, je pense couper le live, parce que encore une fois, on est sur la police. Du coup, pour toi, Telperi, qui arrive depuis peu, on est sur une partie du livre qui parle de la police et de l'institution policière et des violences policières. Et bordel, ACAB quoi, ACAB sur 20, hein. C'est lourd, c'est très très lourd, c'est très 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 lourd. Donc bon. Piou, piou, piou. Oh non, un moustique. Oh, je l'ai eu. Il y a un moustique qui est passé devant moi et je l'ai fumé. Je suis moi-même étonné. Je suis moi-même étonné. Voilà. Bref. Reprenons. L'institution policière s'oppose-t-elle à l'autodétermination? Si on résume les facteurs anti-autodétermination trouvés dans les témoignages des policiers, de victimes de la police, les études et les chiffres au sujet de l'institution, on trouve les éléments ci-dessous. Une liste qui est non exhaustive, qui n'est pas forcément une réalité dans tous les commissariats, dans toutes les gendarmeries, ni dans tous les services de police. Il s'agit là de se centrer sur les problèmes anti-autodétermination et non de réaliser une photographie complète de l'institution. Je pense qu'en plus on a fait suffisamment de travail de photographie de l'institution pour comprendre que tout brûlait, juste tout brûlait. L'institution policière s'oppose à l'autodétermination des policiers à cause 1. Du benchmark et de la politique du chiffre, 2. Du maintien des problèmes pour faire du chiffre, exemple
l'exploitation des ronds-points mal signalisés pour faire des PV plutôt que de faire en sorte que ces ronds-points soient bien signalisés. 3. De l'absence de soutien face aux situations traumatiques. 4. De l'absence de feedback positif du métier par les citoyens, parce que les missions ne le permettent pas, étant centrées plutôt sur le répréhensif. 5. De la permission, voire de la valorisation des comportements violents. 6. Du racisme systémique. 7. De l'alimentation de la culture machiste et répréhensive. 8. De l'attaque des aspirations intrinsèques et de ceux qui les portent. 9. De la raison d'être de l'institution ou de ses missions, de l'institution contradictoire. Protéger les citoyens versus protéger le pouvoir. Impartialité dans la charte versus partialité, mission partiale. Je sais plus à combien je suis, mais ça doit être 10, une connerie comme ça. Bon bref, point suivant, de la valorisation des aspirations extrinsèques. Point suivant, de l'apprentissage des missions centrées sur le répréhensif et non sur la prévention ou la résolution de problèmes. Point suivant, du refus de régler les problèmes de discrimination, de violence policière en son sein. Point suivant, de l'absence de garde-fous concernant l'émergence de la corruption. Point suivant, de l'autorisation des profils à fort RWA ou SDO en son sein. L'institution policière s'oppose à l'autodétermination des cibles, présumées coupables ou non. Donc là, on me dit bien, en gros, les gens qui en prennent plein la gueule, que à la base, ils aient commis quelque chose de répréhensible ou pas, en fait. On s'en fout. Dans tous les cas, ça revient au même. De contrôle d'identité injuste, discriminatoire et humiliant. Ensuite, de corruption. Ensuite, de discrimination. Ensuite, de violence verbale, physique, sexuelle. Ensuite, de meurtre. Ensuite, de la complicité lors de violences ou de meurtre. Exemple, l'absence d'intervention lorsqu'un collègue agresse, torture ou tue une cible. Et rappelons que tout ça, c'est issu de tout ce qu'on a vu. Hein. Alors encore une fois, là, on n'a plus les témoignages, c'est très bien, parce que bordel, c'était lourd. Mais enfin, bordel, même quand tu essaies de faire un truc synthétique, où t'es pas dans le témoignage, hein, juste factuellement, tu dis, bon, bah, ce qui fait que ça merde, c'est ces éléments-là. Bah, paye tes éléments, hein. Paye tes éléments, hein. L'institution policière s'oppose à l'autodétermination des victimes à cause de l'absence de confiance de la part des personnes à cause des problèmes listés précédemment. Sans blague. Du refus de la prise de leurs plaintes, voire en mettre le blâme sur les victimes. On connaît ça avec tous les problèmes sur les femmes, hein. Hein, on connaît un petit peu. Le refus de prendre en compte la plainte pour viol ou tout autre truc du même genre. Et puis qu'après qu'on dit non mais c'est ta faute en même temps. T'étais habillé comment? Mais t'étais à quel endroit pour te faire agresser, hein? Tout ça on connaît, on en a des témoignages, hein, encore et encore et encore, hein. Malgré tout ce que peuvent vous dire les gens masculins qui passent, notamment sur Twitter ou même parfois plateau télé, ils me disent non mais quand même, il faudrait que vous portiez plainte mesdames, hein. Non en fait, non. Parce que les 3 quarts du temps, on vous dit ta gueule. Non seulement on te dit ta gueule, mais en plus on vient reporter la faute sur toi alors que t'es la victime. Des procédures lourdes, lentes, qui concernent tout le système pénal, de l'absence de résolution de problèmes ou de soutien le permettant, du processus de justice qui n'assure pas le sentiment de sécurité. Faire l'exact inverse de ces listes n'est pas au programme en France, puisque les ministres refusent même de reconnaître qu'il existe des violences policières. Hein, on rappelle toujours que, selon les membres du gouvernement, il n'y a pas de violence policière. Selon eux, la police ne tue pas. Hein. On se rappelle notamment que Poutou, le candidat du coup du NPA, s'était pris un retour assez violent quand même quand il avait dit que la police tue. Factuellement, c'est vrai, la police tue, la police mutile, la police tue, la police va contre le peuple, la police défend les intérêts privés d'un certain nombre de personnes en position de domination et qui se trouvent être à la tête de l'État. Mais selon les ministres, selon le gouvernement, selon l'État, non, TKT, t'inquiète, y a rien, tout va bien. Alors que j'écrivais, le gouvernement proposait d'annuler l'autorisation d'une prise d'étranglement qui cause des morts. Les syndicats de police ont légèrement manifesté leur désaccord. Actuellement, c'est en cours d'étude. A noter que les gendarmes l'ont par contre abandonné d'eux-mêmes il y a longtemps. Autrement dit, il n'y a aucune volonté politique de changer ces problèmes profondément. Il est impossible pour les policiers conscients du racisme ou de la violence de faire quoi que ce soit pour modifier les choses de l'intérieur, puisqu'ils subissent en retour un harcèlement violent. Le lancement d'alertes, les études sérieuses, telles que celle du défenseur des droits, ne semblent rien faire bouger, si ce n'est au moins la prise de conscience de la population, qui à force d'avoir victime de la police, qui à force d'avoir été victime peut-être, qui à force d'avoir été victime de la police dans de nombreux groupes sociaux différents, peut-être qui à force de voir
des victimes de la police, peut-être plutôt, dans de nombreux groupes sociaux différents, se méfie de plus en plus massivement de la police et réprouve son attitude violente et raciste. Elle tue peu importe qui est au pouvoir. Oui, ceci dit, oui. Après, dans le sens où, d'un point de vue purement fonctionnement sociologique, on va dire, on se rend compte que la police est là pour protéger les intérêts de l'État. Effectivement, c'est quand je parle du pouvoir, c'est dans le sens l'État. Effectivement, les gens qui sont à la tête du pouvoir de l'État changent. Tant que vous aurez un gouvernement centralisé, et donc que vous aurez forcément des gens qui sont privilégiés et qui ont tout le pouvoir, peu importe qui c'est, la police, si elle est là pour être son petit laquais, et c'est le cas, bah, ça ne pourra pas faire autre chose que d'amener la police à tuer, en fait, systématiquement. À tuer, à mutiler, à faire preuve de violence, en fait, tout simplement pour mater la population, pour la contrôler, pour la faire suivre et rentrer dans le bon chemin de ce qu'ont estimé la personne au pouvoir, là où les personnes au pouvoir. Bon, encore une fois, ça peut changer en cours de route qui est à la tête du pouvoir, mais le pouvoir en lui-même reste le même, l'État reste le même, et la police, en tant qu'institution qui est là pour garantir l'État, bah, continuera à faire la même chose, quoi. Les flics sont là pour maintenir le statu quo. Ils sont même pas là pour maintenir le statu quo. Ils ne sont même pas là pour maintenir le statu quo. La police est là pour préserver les intérêts de l'État. C'est pas maintenir le statu quo, ça. Maintenir le statu quo, c'est pas forcément ça. Donc pour le coup, clairement, moi je dirais pas qu'ils maintiennent le statu quo, hein. On est au-delà du statu quo. On est vraiment au moment où ils interviennent physiquement, pénalement, judiciairement, tout ce que vous voulez, pour les intérêts de l'État. Pas maintenir une neutralité, pas maintenir un statu quo. Si l'État te dit aujourd'hui on va à fond dans le truc, vous cassez la gueule à tout le monde, vous avez plein de témoignages de flics, hein. Je vous rappelle que donc là on fait les lectures tous les jeudis. La semaine dernière on avait les témoignages des flics, les témoignages des policiers qui te disaient factuellement, si l'État me dit que je dois aller génocider tous les noirs dans les cités, moi j'y vais. Donc là on n'est pas sur le statu quo. Ça sous-entend bien que le seul intérêt qu'ils ont, c'est les respects des ordres de la hiérarchie. La hiérarchie te dit, tu vas massacrer les personnes racisées en banlieue, ils y vont. Le statu quo, ça aurait pas été ça. Le statu quo, c'est dire, non, on bouge pas. On laisse l'État où c'est. On laisse comme c'est. L'État, demain, il va full racisme, génocidaire et compagnie. Ils suivent. Donc pour moi, on n'est absolument pas dans maintenir le statu quo, hein. On est dans maintenir la puissance de l'État, on est dans respecter la hiérarchie de l'État. Et bonjour Corbec, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Il est super ce livre, merci pour le live, bah, tant mieux si vous trouvez ça intéressant, malgré la violence du truc. De quel livre s'agit-il? Et bonjour à Dave Pujadas, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien également. Ça parle de la gentille police qu'on aime tellement. Alors du coup, on est en train de parler effectivement de la police, parce que ACAB, déjà... Et sinon, on est sur le livre de V6 Axo. Je vous ai mis une commande dans le chat. Vous avez Hacking Social, qui est le blog qu'utilise V6 principalement pour faire tout un tas d'articles qui reprennent tout un tas d'études sur différents sujets. Là, actuellement, d'ailleurs, elle est en train de travailler avec Sheikha, qui du coup s'occupe de la chaîne YouTube Horizon Gull, plus particulièrement de la chaîne Horizon Gull, sur tout ce qui est autoritarisme, fascisme, tout ça. On se demande pourquoi, hein. Et donc, actuellement, on est en train de lire donc, le livre de En toute puissance, qui a été écrit par V6, qui est sorti, je dirais, il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça. Vous pouvez d'ailleurs la voir donc, du coup, sur le site Hacking Social, dont vous avez le lien dans le chat, qui vous permet soit de directement acheter le livre si vous le pouvez pour essayer de les aider financièrement, soit de le récupérer gratuitement pour pouvoir le lire, éventuellement le partager. Moi, c'est ce que je fais d'ailleurs, hein. Je vous le lis et je vous le partage avec leur accord, hein. Je tiens à préciser d'ailleurs, j'ai demandé à V6 si ça la dérangeait pas et elle m'a dit non. D'ailleurs, de temps en temps, elle passe dans le chat. Ce matin, elle était là, je sais pas si elle est encore là. Après, elle était partie manger, donc je sais pas du tout si elle est revenue depuis. Mais pour le coup, on est sur des thématiques qui sont lourdes. Prenez-le en compte. Le livre donc s'appelle En toute puissance. Il traite de comment est-ce que malgré tous les moyens limités que nous avons, on a quand même des moyens, des leviers pour essayer de bouger les choses à différents niveaux. Comment est-ce qu'on peut un petit peu essayer de faire usage de notre autodétermination, malgré tous les éléments compliqués dans nos sociétés qui sont extrêmement bloquants. Comment, par petites touches, à minima, on peut essayer de provoquer un petit changement, essayer d'aider des personnes autour de nous. Enfin voilà, comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer, encore une fois, même aussi limité que ce soit, les choses avec nous, avec nos proches,
dans nos environnements de travaux. Et le livre parle beaucoup de plein de choses très problématiques, comme par exemple les incels. On a eu tout un passage, toute une grosse partie sur les incels qui était très violent. Très 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 violent. Là, maintenant, on est sur les... Enfin, juste avant, on a fait les personnalités qui étaient fascistes, autoritaristes de droite. Pareil, ça aussi, c'était un peu lourd. Et là, on est sur la police, le fonctionnement de la police et les dysfonctionnements. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça dysfonctionnement dans le sens où justement, ce sont des attendus du fonctionnement actuel de la police? Je pense pas qu'on puisse appeler ça des dysfonctionnements. Dysfonctionnement sous-entendrait que c'est une erreur, que c'est pas censé arriver. Or, c'est particulièrement censé arriver. Donc, ça peut pas être un dysfonctionnement. On est en train de parler des abus divers et variés que la police a, du coup. Voilà. Donc, pareil, très lourd. Très 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 lourd, on a du racisme, on a de la discrimination, on a de la misogynie, on a du viol, on a des agressions, enfin voilà, on est sur un contenu qui est très très lourd. Je le rappelle, d'ailleurs il y a un trigger warning et c'est pas sans raison, hein. C'est parce que ce qu'on lit est lourd, très très lourd et très très violent. Il y a des témoignages qui sont explicites, très explicites, donc faites attention à vous, je préfère le répéter parce qu'il y a plusieurs personnes dans le chat qui ont déjà dit depuis le début de la journée je suis désolé mais je mets en lurk et je me casse parce que trop. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Au contraire, hein, protégez-vous, pensez-le. Hein, pensez bien à vous protéger parce que, encore une fois, c'est pas anodin comme sujet et les témoignages peuvent être vraiment glaçants. Je continue. Comme on l'a évoqué dans le chapitre, la violence et le racisme sont aussi présents dans la police dans d'autres pays, ce qui n'aide pas à trouver des modèles alternatifs qui pourraient être inspirants pour s'attaquer à ces problèmes. J'ai mis énormément de temps avant de pouvoir trouver cette quête constructive qui pourrait s'opposer un peu à ces problèmes, parce que je me centrais trop sur la police. Or, c'est tout le système pénal et ses conceptions qui posent problème. Et donc, la solution devrait être de repenser ce qu'on fait des délits, des crimes dans la société. Comment est-ce qu'on résout le problème de la criminalité ? Autrement dit, il fallait repenser la notion même de justice et comment est-ce qu'elle s'opérationnalise, afin de créer des structures vraiment différentes. Par chance, cela fait maintenant plusieurs dizaines d'années qu'une autre forme de justice a été testée, appliquée, et que celle-ci transforme aussi certains services de police. C'est ce que nous allons étudier à présent. Ah, je suis pas sur la bonne fenêtre. Et du coup, on va arriver à une nouvelle partie. Oui! Oh, victoire! On arrive sur la justice restauratrice. Ah oui, ça va faire du bien. Ah, ça va faire du bien. Ah, désolé, cri du cœur, hein, mais en vrai, on a tellement de trucs dégueulasses depuis 2 semaines que savoir qu'on arrive sur une partie, on va parler de justice restauratrice. Ah, ça va faire du bien. Ah, ça va faire du bien à notre âme. Ah, ça va faire tellement du bien. Ah oui, vicomte, fouettez-moi. Oui, hors contexte, mais oui, d'accord, si tu veux. Ah, ça va faire du bien. En vrai, on va arrêter la partie là, du coup, par contre. Parce qu'on a lancé l'enregistrement de la VOD. Hop, hop, hop. On a dit à quelle heure déjà ? On a dit à 14h et il est 15h20. Donc effectivement, on va arrêter la VOD ici. Donc petite fougère de YouTube, j'espère que tu as apprécié cette lecture, que c'était pas trop lourd, malgré tous les éléments qu'on a lus. Il y avait la même extase dans la voix. C'est vrai, oui, et c'est vrai. En tout cas, je te dis à très bientôt pour la suite de la lecture de Sciences humaines et sociales. Des bisous, ciao ciao ciao.